dans la pénombre feutrée de sa petite maison, où chaque mur semblait murmurer des secrets oubliés, Claire Dupont avançait lentement entre les rayonnages chargés de livres anciens et poussiéreux. La lumière blafarde d'une lampe de chevet dessinait des ombres dansantes sur les pages jaunies, comme si les histoires qu'elle recelait tentaient de s'échapper de leur prison silencieuse. Elle s'arrêta un instant, le regard perdu sur une étagère où trônait une vieille poupée de porcelaine, aux yeux cernés de fissures, symbole de souvenirs enfouis. Sa main tremblante caressa le bois usé, tandis qu'un soupir s'échappait de ses lèvres pincées. Dans un murmure presque inaudible, elle parla à voix haute. « Élodie, où es-tu maintenant ?» Sa voix se brisa, fragile comme un fil de verre, et ses yeux se remplirent de larmes dissimulées derrière des lunettes épaisses. La pièce était emplie d'un silence étouffant, seulement ponctué par le frémissement léger des pages qu'elle feuilletait machinalement. Elle revint alors à ses pensées, se rappelant cette relation distante, presque glaciale, qu'elle entretenait avec sa fille de 16 ans. Une adolescente à la fois si vulnérable et si pleine de vie, dont la voix douce résonnait parfois dans ses souvenirs, comme une mélodie fragile. Une note qu'on aime, mais qu'on craint de faire tomber. « Élodie, tu ne savais pas, tu ne pouvais pas comprendre. » Et murmura-t-elle en serrant contre elle un vieux carnet de poésie, ses doigts tremblants d'émotion. La mère se remémora leurs échanges rares, leur silence lourd de non-dits. Elle se souvint alors d'un instant précis, un dimanche après-midi, où Élodie lui avait tendu un petit mot, un simple mot écrit à la hâte. « Je pars faire un tour. » Elle s'était alors enfermée dans cette pièce, à lire cette phrase encore et encore, comme si elle cherchait une signification cachée, une raison à l'absence. La culpabilité et la tristesse s'entrelacèrent dans ses pensées, formant une toile d'araignée invisible qui l'enserrait dans un chagrin perpétuel. La maison semblait vibrer au rythme de ses souvenirs, chaque objet chargé de sens, chaque silence devenant un écho de ce qu'elle n'avait jamais dit. Elle se surprit à murmurer à nouveau, cette fois plus fort, comme pour apaiser un spectre intérieur. Si seulement je n'avais pas été si absente, si insignifiante. Ses doigts effleurèrent la couverture d'un album photo, ouverte sur une image d'Élodie souriante, les lèvres entr'ouvertes comme pour dire quelque chose qu'elle n'oserait jamais. La pièce devenait un sanctuaire d'émotions refoulées, un lieu où son passé se déversait dans un flot silencieux, prêt à éclater. Dans cette atmosphère pesante, Claire sentit que le moment était venu de faire face à ses souvenirs, aussi douloureux et insensés soient-ils. La vérité, aussi absurde qu'elle puisse paraître, s'y trouvait peut-être, dissimulée parmi ces pages poussiéreuses et ces silences lourds de non-dits. Elle prit une profonde inspiration, ses épaules s'affaissant sous le poids de ses secrets, et se dit avec une larme roulant lentement sur sa joue. « Il faut que je le dise. Il faut que je fasse face à ce qui s'est vraiment passé. » Dans la pénombre douce de la cuisine, une lumière tamisée filtrée par l'abat-jour de tissu grisâtre projetait une lueur feutrée sur la pièce. Claire se tenait immobile, figée devant la vieille photo d'Élodie, qu'elle tenait entre ses doigts tremblants, comme si la simple vue de cette innocence figée dans le temps pouvait faire revivre le souvenir perdu. La photographie, jaunie par le temps, capturait le sourire candide d'une adolescente aux yeux brillants de curiosité, ses lèvres entr'ouvertes comme pour murmurer un secret qu'elle refusait d'entendre encore. Son regard s'attarda sur cette image, et une larme silencieuse roula lentement sur sa joue, se mêlant à la lumière faible, presque mélancolique. Elle caressa doucement un bijou de famille, une petite broche en or en forme de clé, qu'elle tenait dans la paume comme un talisman fragile, symbole d'un lien qu'elle ne comprenait plus, perdue dans un labyrinthe d'émotions confuses. La main tremblante, elle murmura à voix basse, comme pour apaiser une présence invisible. « Pourquoi est-ce arrivé, Élodie? Pourquoi cette foutue folie a pris le dessus ?» Son souffle se faisait court, et ses doigts effleurèrent le bijou avec une douceur désespérée, comme si cette main pouvait arrêter le temps, ou recoller les morceaux brisés de son âme. La pièce, habituellement silencieuse, était envahie par le bruissement de ses pensées, par des questions sans réponse qui s'accrochaient à chaque recoin de son esprit. Elle sentit une tension sourde s'installer dans sa poitrine, un mélange d'amour déchiré et de culpabilité tenace, un poids qu'elle portait sans relâche,
comme une malédiction inscrite dans chaque fibre de son être. Ce foutu motif, ridiculement insignifiant, pensa-t-elle, en fixant la photo qui semblait maintenant s'effacer lentement, comme si le passé lui-même tentait de se dissoudre dans l'ombre. Elle se redressa doucement, comme si chaque mouvement devait être une lutte contre la gravité de ses souvenirs. Et, la voix tremblante, elle prononça ces mots, presque un soupir. « Je ne peux plus fuir. Il faut que je dise la vérité. » La lumière vacillait, la nuit avançait doucement, et dans cette ambiance presque irréelle, Claire se retrouvait face à un secret trop lourd pour être portée seule, dans l'attente d'un éclaircissement qui, peut-être, ne viendrait jamais. Le silence de la salle de classe était presque oppressant, comme si le temps lui-même retenait son souffle devant cette scène ordinaire qui, pour moi, portait en elle le poids d'un souvenir déformé. Élodie, assise au fond, ses épaules frêles légèrement courbées, expliquait avec enthousiasme ses rêves d'artiste, ses mains gesticulant pour illustrer la couleur vibrante de ses ambitions. Une innocence naïve qui contrastait violemment avec le chaos intérieur que je tentais de contenir. « Maman, regarde. Je veux peindre le monde comme je le vois, avec toutes ses couleurs et ses sentiments, même ceux qui font mal, » disait-elle, la voix douce mais pleine de conviction. Elle était si fragile, si pure dans cette innocence qu'elle m'avait confiée, et pourtant je ressentais comme une déchirure silencieuse chaque mot qu'elle prononçait, un décalage entre ce qu'elle exprimait et ce que je pouvais supporter. Mon regard s'attardait sur son visage, ses traits fins, cette peau translucide, cette lueur d'espoir dans ses yeux brillants qui semblaient vouloir tout embrasser. Je voulais lui dire combien je respectais son rêve, combien j'admirais sa détermination à vouloir devenir artiste. Mais une ombre obscure s'étendait déjà sur ma conscience. Mon corps était figé, comme paralysé par une réalité que je refusais d'affronter, ou peut-être que je ne voulais pas l'admettre. La lumière douce filtrant par la grande fenêtre semblait accentuer cette dualité. D'un côté, l'aspiration de cet enfant, de l'autre, la noirceur de mes pensées, cette voix intérieure qui, depuis des années, murmurait des idées absurdes, insensées et pourtant si puissantes dans leur folie. Je savais que je devais garder mon calme, que mes gestes devaient y rester naturels. Mais la tension montait en moi, s'insinuant dans chaque fibre de mon corps. Je tournais la tête, fixant le tableau de sa vie future que je tentais de contrôler, tout en ressentant la brûlure d'un secret que je portais comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Mon regard croisa le sien, celui d'Élodie, et dans ses yeux, je percevais une confiance innocente, une foi solide en ses rêves, sans se douter du drame qui se jouait dans l'ombre de ma conscience. À cet instant précis, il m'était impossible de savoir si je voulais la sauver ou la détruire, si cette obsession qui m'habitait était un simple fantasme ou la manifestation d'une folie grandissante, prête à tout briser pour une raison si absurde qu'elle en devenait insupportable. La scène semblait suspendue dans un espace intemporel, comme si l'histoire pouvait basculer à tout moment, et je comprenais alors, avec une douleur aiguë, que ce qui m'habitait n'était pas seulement la peur d'être découverte, mais la peur que cette innocence ne devienne un souvenir perdu dans l'ombre de ma propre folie. Mon cœur battait fort, et dans un soupir silencieux, je réalisais que ce que j'avais à dire dépassait tout ce que je pouvais exprimer. La vérité, aussi insensée qu'elle fût, finirait par éclater, comme une bombe prête à tout détruire, même ce fragile rêve d'Élodie que je voulais à tout prix garder intact. Dans le silence oppressant de cette pièce en désordre, où les piles de livres s'entassaient comme des témoins silencieux de mes pensées tourmentées, je pris mon vieux carnet, ce compagnon de mes nuitées solitaires, et je me mis à écrire, comme si cette écriture pouvait apaiser l'étau qui se resserrait autour de mon cœur. La lumière blafarde d'une lampe vacillante dessinait des ombres tremblantes sur les murs décrépits, accentuant la désolation ambiante. Ma main tremblait légèrement, incapable de contenir cette sensation étrange, cette aliénation qui devenait presque palpable, comme si je me regardais moi-même de l'extérieur, détachée, avec une distance glacée. Je murmurais à voix haute, sans vraiment attendre de réponse. Est-ce que je la connais vraiment, cette fille que j'ai portée pendant 16 ans? Mon regard se perdait dans un coin de la pièce, où un vieux miroir poussiéreux reflétait une silhouette déformée, comme un rappel visuel de ma propre fragmentation intérieure.
Élodie, si lumineuse, si innocente dans ses éclats de rire, mais parfois, souvent, une étrangère dans mon propre esprit. Je me demandais si notre relation n'était qu'une façade, un jeu de miroir creux où l'amour se mêlait à une forme de vide, une superficialité masquée par des gestes quotidiens, par des mots échappés dans le tumulte d'une vie sans véritable connexion. Je voulais lui dire, dans une confession silencieuse, que je ressentais cette distance, cette brèche invisible qui s'élargissait à chaque fois qu'elle voulait partager un secret ou une simple remarque innocente. Je la voyais, là, assise sur son lit, le regard fixé sur un poster de chanteuse. Mais dans mes yeux, il n'y avait plus cette étincelle d'attachement sincère. Tout semblait faux, comme un tableau mal peint dont chaque détail finissait par se fissurer dans la lumière crue de la vérité. Je me questionnais alors. Et si tout ce que je croyais être une mère aimante n'était qu'un masque, une façade pour masquer ma propre détresse? Mes doigts caressaient nerveusement la couverture du journal intime, comme pour y puiser une force que je ne trouvais plus ailleurs. La pièce était emplie d'une odeur de papier jauni, de souvenirs évaporés. Et pourtant je ressentais encore cette odeur âcre de culpabilité qui s'insinuait dans chaque fibre de mon être. La scène se répéta dans ma tête, cette scène où tout a basculé, ce moment insignifiant qui, comme un déclencheur, a détruit tout ce que je voulais préserver. La voix de mon propre doute s'élevait doucement. Peut-être que je ne l'ai jamais vraiment aimé, ou que je ne l'ai aimé à ma manière, déformée par cette aliénation qui m'étreignait chaque jour un peu plus. J'écartais une mèche de cheveux collée à mon visage, sentant la sueur froide couler dans mon dos. La pièce devenait un théâtre de mes misères intérieures. Et je savais que, dans cette obscurité, je devais affronter non seulement la vérité de mes actes, mais aussi cette question insidieuse. Étais-je devenue l'ombre de moi-même, prête à tout pour faire taire cette voix qui me hantait, celle qui murmurait que tout cela, tout ce chaos, était peut-être simplement le fruit d'une folie banale, d'un mal sourd que je ne pouvais plus contrôler? Mon cœur battait à tout rompre, comme pour tenter de repousser cette réalité insoutenable, tandis que mes larmes invisibles coulaient silencieusement sur mes joues rugueuses, témoignant de cette douleur sourde, de cette fracture intérieure que je ne pourrais jamais réparer. Je terminais cette page comme un dernier cri muet, espérant que peut-être, dans ces mots griffonnés à la hâte, se trouvait une clé pour dénouer ce labyrinthe obsessionnel, ou tout du moins, pour tenter de comprendre si cette distance, si cette aliénation, était le prix à payer pour une mère qui s'était perdue elle-même en construisant un amour fait de silence et de non-dit. Un soir, Claire, seule dans son salon tamisé, sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine, alors que la douce musique de fond s'effaçait lentement dans un bruit sourd, comme un souffle étouffé. La pièce, habituellement baignée d'une lumière douce et rassurante, semblait se contracter autour d'elle, ombragée par des ombres dansantes qui n'avaient pas leur place dans ce silence lourd. Elle tendit l'oreille, ses mains tremblantes glissant sur la table basse où reposait une vieille tasse de thé refroidie, ses yeux fixant la porte fermée de la chambre de sa fille. Un éclat de rire cristallin, léger, enfantin, résonna soudain dans le couloir, puis se mua en un rire plus lourd, plus rauque, comme une voix altérée, déformée par une distance impossible. Claire se redressa lentement, le cœur tambourinant dans sa poitrine, ses mains crispées sur le dossier du fauteuil. « Élodie » murmura-t-elle, sa voix tremblante, presque inaudible. Mais la seule réponse qu'elle reçut fut un écho étrange, comme un rire détourné, mêlé à un grondement sourd, qui lui donna l'impression que ses murs se resserraient, qu'il tentait de l'étouffer. Elle se leva brusquement, le souffle court, et s'approcha de la porte de la chambre, comme si un fil invisible la poussait à ouvrir, à voir si sa fille était là, vivante ou simplement là, quelque part dans ce chaos sonore. Ses doigts tremblaient en effleurant la poignée. Puis elle la tourna lentement, chaque mouvement résonnant comme un pas vers l'indicible. La porte s'ouvrit dans un craquement, révélant une pièce vide, plongée dans une pénombre inquiétante. Mais ce qui la glaça le plus fut ce que ses oreilles captaient alors. Un rire étouffé, entrecoupé, déformé, qui semblait venir de l'intérieur même de son esprit, comme un souvenir d'une innocence perdue ou d'une folie naissante. Elle resta figée,
incapable de distinguer la frontière fragile entre rêve et réalité, où chaque son devenait une menace, chaque ombre, une présence hostile. Et dans cette atmosphère oppressante, elle sentit que ce rire, cette voix étrangère, n'était pas simplement le fruit de son imagination, mais un écho de tout ce qu'elle aurait pu devenir, ou tout ce qu'elle avait toujours refoulé dans le silence de ses nuits tourmentées. Assise dans un coin discret du café, la lumière tamisée caressait doucement ses traits, marqués par l'usure. Mais c'était son regard qui captivait le plus. Un mélange d'apaisement trouble et de détresse profonde, comme si chaque mot qu'elle s'apprêtait à prononcer était une libération douloureuse. Ses mains tremblèrent légèrement, posées sur la table, frôlant maladroitement la tasse de café refroidie. La porte derrière elle tinta doucement lorsqu'un client entra, mais elle n'y prêta pas attention. La femme en face, une psychiatre aux cheveux châtains fixés en un chignon soigné, attendait patiemment, un carnet posé devant elle, prête à noter chaque détail. Claire prit une profonde inspiration, ses épaules se voûtant légèrement sous le poids invisible de ses souvenirs. Sa voix, d'abord hésitante, devint presque mécanique, comme une parole qui sortirait d'un rêve ou d'un cauchemar qu'elle ne pouvait plus garder enfermée en elle. Je dois vous dire quelque chose que je n'ai jamais vraiment admis à voix haute. » Elle marqua une pause, fixant le sol comme si ses yeux pouvaient sonder des abysses impénétrables, avant de poursuivre, sa voix se délitant légèrement. « J'ai commis quelque chose d'horrible contre ma fille. » Un silence pesant s'installa, seulement rompu par le cliquetis de la cuillère contre la tasse, comme si le temps avait ralenti pour laisser le poids de ses mots s'enfoncer dans l'atmosphère oppressante. La psychiatre fronça légèrement les sourcils, ses doigts s'arrêtant sur son stylo, attentive. « Je suis responsable de sa mort, mais ce n'est pas ce que vous pensez. » La confession s'échappa dans un souffle, sans précision, comme si le simple fait de l'énoncer suffisait à faire vaciller le monde autour d'elle. Claire tourna lentement la tête, ses yeux cherchant la moindre trace d'indignation ou de compréhension chez son interlocutrice. Mais tout ce qu'elle vit, c'était la calme patience d'une femme entraînée à entendre l'irrationnel. Elle sentit un frisson glisser le long de sa colonne vertébrale, comme si la révélation qu'elle venait de faire venait peut-être de briser un secret qu'elle ne comprenait même pas elle-même. Ce n'était pas une décision rationnelle, ni une colère passagère. C'était une folie. Ridicule, insensée. Tout a commencé pour une raison absurde, un détail insignifiant. Mais cela a tout changé. Elle fit une pause, ses mains crispées sur la table, comme si elle voulait arracher cette confession de sa chair. Elle était là. Et puis, tout a basculé. Son regard se perdait dans le vide, l'écho d'un souvenir flou, peut-être inventé ou déformé par sa propre folie. La psychiatre la regarda en silence, un mélange d'étonnement et de compassion douce dans ses yeux, alors que Claire, déjà épuisée, esquissait un faible sourire dénué d'espoir. La vérité qu'elle venait de dévoiler ressemblait à un pas vers la lumière, mais aussi à une plongée plus profonde, dans un abîme qu'elle ne comprenait plus elle-même. Tout ce qu'elle savait, c'était cette certitude étrange, qu'un acte si absurde, si insensé, pouvait devenir la seule clé pour enfin affronter le spectre de cette nuit noire, et peut-être se libérer de son propre passé. Je me souviens de cette nuit comme si elle s'était gravée dans ma chair, un souvenir flou mais insidieux, comme un poison qui rongeait lentement mon âme. La pièce était silencieuse, à peine troublée par la respiration haletante d'Élodie, qui dormait dans sa chambre, innocente et vulnérable. J'étais là, dans le salon, le cœur battant à tout rompre, mes mains tremblantes, serrant un verre vide. Tout a commencé par une dispute pour une petite chose, un caprice idiote que je ne voulais pas admettre sur le moment. Je voulais simplement qu'elle comprenne, qu'elle m'écoute. Mais ses yeux remplis de défis et d'ironie m'ont fait perdre tout contrôle. « Tu es toujours si incompréhensible, Élodie », avais-je crié, ma voix résonnant comme un coup de tonnerre dans la pièce sombre. Elle s'était levée d'un bond, la bouche tremblante, et avait lancé, d'une voix tremblante mais ferme. « Tu dépasses les limites, maman. Tu ne me comprends jamais. » J'étais alors devenue comme une bête blessée, incapable de raisonner, incapable de penser autrement que par instinct. Dans un accès de folie, j'avais saisi un objet lourd, un vieux bibelot en porcelaine, que j'avais toujours considéré comme un symbole de tout ce que je voulais protéger,
mais qui, ce soir-là, est devenue l'arme de ma chute. La scène s'était figée, le temps suspendu dans un chaos silencieux. J'avais levé la main, et dans un frisson de rage et de désespoir, je l'avais frappé. La tête d'Élodie avait rebondi contre le mur, ses yeux s'écarquillèrent. Puis tout s'était effondré dans un silence glacé. Elle était là, allongée, immobile, ses traits d'ange brisés. Je m'étais approchée, tremblante, incapable de croire à ce que je venais de faire. Ma voix s'était brisée. Je ne voulais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'était si absurde, si insignifiant. Mais le mal était fait. La folie avait pris le dessus. Et ce qui aurait pu être une simple colère s'était mu en un acte irréversible, insensé. Tout s'était enchaîné si rapidement que je n'avais même pas eu le temps de réaliser la cruauté de mon geste. Depuis ce jour-là, je porte cette culpabilité comme un poids insoutenable, une blessure ouverte que je ne peux penser. Et aujourd'hui, face à cette confession dénuée d'émotion, je comprends que l'irréparable est souvent semé par de tout petits grains de folie, d'égoïsme ou de jalousie maladive, et que parfois, le motif n'est qu'un simple détail, une étincelle banale qui embrase tout. La pièce était plongée dans une lumière froide, presque clinique, où seule la respiration haletante de Claire venait troubler le silence pesant. La psychiatre, assise face à elle, tentait d'obtenir le moindre détail, scrutant chaque réaction, chaque frisson qui traversait ses muscles tendus. « Madame Dupont, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé cette nuit-là » demanda-t-elle d'une voix douce, presque maternelle, tout en notant nerveusement chaque mot. Mais Claire, les paupières lourdes, détourna le regard, comme si une barrière invisible se dressait entre elle et la vérité qu'elle devait évoquer. Ses doigts tremblaient, jouant inconsciemment avec la lanière de son bracelet en perles, comme si ce geste pouvait ancrer ses souvenirs dans une réalité stable. Elle prit une profonde inspiration, puis, dans un souffle étouffé, murmura « Je ne suis pas sûre. Tout est flou, comme si mon esprit voulait m'empêcher de me souvenir. Peut-être que je ne veux pas me souvenir. » Ses yeux se voilèrent, une brume opaque s'installant devant son regard, la rendant presque invisible à travers le mur de silence qu'elle érigeait. La médecin insista, posant une question plus précise. Mais Claire, évitant, détourna la tête, fixant un point indéfini au sol, comme si le sol lui-même détenait la clé de ses ténèbres. Tout ce que je peux dire, c'est que la mémoire, parfois, joue des tours cruels, ajouta-t-elle d'une voix presque inaudible. Elle fit glisser ses mains dans ses genoux, serrant les doigts, comme pour emprisonner un souvenir insaisissable. Puis ses épaules se courbèrent, sous le poids de cette révélation refoulée. Sa respiration devint plus rapide, ses yeux s'humectèrent, mais elle ne pleura pas. Elle resta là, figée dans une pose suspendue, laissant planer l'ambiguïté, comme si le moindre détail pouvait faire basculer la vérité dans l'ombre ou la lumière. La psychiatre, sensible à cette atmosphère d'indécision et de douleur non exprimée, sentit qu'il ne servait à rien de forcer davantage. La mère, dans ce silence chargé de non-dits, semblait vouloir garder ses secrets à tout prix, comme si la mémoire lui faisait peur, ou comme si elle craignait que, dans la révélation, tout son monde s'effondre, laissant place à l'abîme qu'elle tentait désespérément de fuir. Je m'assois à la petite table en bois qui trône dans un coin de ma chambre. Une vieille lampe tamisée diffuse une lumière jaune pâle sur les pages blanches de mon journal. La plume tremble légèrement dans ma main, comme si chaque mot que je vais écrire pouvait briser le silence lourd qui plane autour de moi. Je ferme les yeux un instant, cherchant à raviver le souvenir précis. Cet instant précis où tout a basculé. La scène revient, floue, puis se précise. Élodie, ma fille, une adolescente au regard vif, est debout dans la pièce, un sourire innocent illuminant son visage. Mais une tension sourde émane de ses gestes. Elle tient une petite boîte en plastique, un objet sans importance, mais qui, pour moi, à cet instant, devient le centre d'un univers détraqué. « Maman, regarde, j'ai trouvé ça dans la vieille boîte de ta grand-mère, tu te souviens ?» dit-elle, sa voix pleine de curiosité enfantine, tout en tendant la main. Je sens mes doigts se crisper sur la plume. Un frisson glacé me parcourt la colonne vertébrale. Mais je force mon regard à rester posé sur la scène. Mon cœur bat la chamade, alors que je tente de maîtriser un sourire pour masquer l'orage intérieur. « Ce n'est rien, Élodie, laisse tomber.
Ce n'est pas important, répliquai-je d'une voix presque détachée, comme si je voulais tout dissoudre dans un flot de paroles insignifiantes. Mais ses yeux s'emplissent de déception, et ses mains tremblent légèrement. C'est là, dans ce simple échange, que la folie s'est éveillée, comme une étincelle dans un pacifique feu de forêt. Elle insiste, peut-être innocemment, peut-être pour tester ma patience, en levant la voix. « Mais pourquoi tu ne veux pas que je regarde ? Tu as quelque chose à cacher, maman ?» La question résonne en moi comme une cloche sinistre. La pièce devient soudain oppressante, l'air chargé de silence lourd. Je sens une poussée inexplicable, un brusque coup de folie. Mon regard devient flou, mes mains se mettent à trembler, et sans même réfléchir, je saisis la petite boîte, la serre si fort qu'elle en craque, puis je hurle. « Tais-toi, tu ne comprends pas ? Tu ne comprends rien !» La scène s'emballe, tout devient flou, déformé, comme si je regardais à travers un miroir brisé. La rage m'envahit, un mélange d'énervement et de peur. Une peur irrationnelle qui n'a pas de nom. En un éclair, tout s'enchaîne. La violence m'envahit, je ne contrôle plus rien. J'avance vers elle, et dans un geste fou, je la pousse violemment, la faisant tomber à terre, sous le regard paniqué de ses yeux étonnés. La suite, je ne m'en souviens pas vraiment. Tout s'est effacé derrière un voile de folie sombre. Mais le déclencheur, cette dispute pour une boîte insignifiante, est resté gravé en moi comme la semence du désastre. Mon écriture tremble encore en décrivant cette scène, chaque mot étant une tentative d'appréhender l'irrationnel, une manière de faire justice à cette absurdité qui a tout détruit. La raison, si fragile, s'est égarée dans cet instant banal, et tout a changé, à jamais. Je me souviens de cet après-midi précis, comme si le temps s'était figé dans une peinture maculée de colère et d'atrocité. La lumière tamisée de la pièce, faible, filtrant à peine à travers les volets, accentuait le silence oppressant, un silence qui semblait peser comme une chape de plomb sur mes épaules, étouffant toute respiration. Élodie, ma fille de 16 ans, était là, debout face à la bibliothèque, ses yeux pleins de défi et d'insouciance, refusant obstinément de rendre ce livre qu'elle voulait lire, comme si cette simple demande était une offense insupportable. « Tu peux pas juste me le donner, maman ? C'est pas la fin du monde. J'en ai besoin, je te jure. » Sa voix, d'ordinaire si douce, résonnait maintenant avec une pointe d'agacement qui me mettait en rogne. Mais je tentais de garder mon calme, de ne pas céder à cette frustration montante. Pourtant, quelque chose en moi se tordait, comme un ressort qui lâche, et une colère irrationnelle couvait, prête à exploser. J'ai levé la voix, d'abord pour mettre fin à cette dispute stupide. Mais la tension s'est intensifiée. Ses yeux se sont emplis d'un éclat farouche, et tout a basculé. « Tu ne peux pas décider pour moi !» tu as crié Élodie, ses mains tremblantes serrant le livre contre sa poitrine. Son ton si chargé d'indignation a fait dérailler mon esprit. Sans réfléchir, mon corps a réagi, impulsif, incontrôlable. Je me suis approchée d'elle, mes mains tremblantes. Puis, dans un accès de folie furieuse, je l'ai saisie par le bras, exacerbée par une rage que je ne contrôlais plus, et j'ai tiré violemment, si violemment que ses yeux se sont agrandis d'effroi. Elle a crié, et ses mains ont tenté de se libérer. Mais j'étais aveuglée par une violence qui n'avait pas de sens, une colère déformée par des années de frustration enfouie, de douleurs étouffées, de rêves brisés. La pièce s'est soudain emplie d'un silence lourd, une horreur muette, alors que je la faisais tomber à terre, le corps plié, les yeux emplis de stupeur et de douleur. Le cœur battant à tout rompre, je suis restée là, immobile, incapable de comprendre ce qui venait de se produire, comme si cette scène n'était qu'un cauchemar dont je ne pourrais jamais me réveiller. La scène s'est effacée derrière un voile opaque, mais la scène exacte de cette dispute absurde, cette colère démesurée pour une simple demande, s'est gravée en moi comme la première pierre d'un chaos intérieur irrémédiable. La folie, cette force insidieuse, était née dans un instant si banal que je ne pouvais plus la dissocier de la réalité. Et chaque fois que je repense à cet épisode précis, je sens cette rage renaître, cette mer déchirée entre amour et haine, prisonnière d'un acte impensable pour une raison si dérisoire qu'elle en devient presque ridicule. Une lueur feinte dans la pièce sombre. Je me tiens là, figée, face à mon reflet brisé dans le miroir sale. Mon souffle se coupe, et soudain,
Une voix intérieure, douce mais acérée, se met à résonner comme un murmure venimeux. Tu ne peux pas continuer à te mentir, Claire. Ce n'est pas la folie, ce n'est pas un acte de rage incontrôlable. C'est quelque chose d'insidieux, de minuscule, mais qui a grandi en toi comme une vipère prête à te dévorer. Je baisse la tête, incapable de répondre, et mes mains tremblent en serrant le tissu déchiré de ma robe. La voix reprend, plus insistante, comme si elle voulait m'étouffer. Tu crois que c'était une simple jalousie, une envie de rivaliser avec cette amie d'Élodie, n'est-ce pas? Ou encore cette petite voix qui te susurrait que tu n'étais pas à la hauteur, que tu n'avais pas assez d'amour à lui donner, à la tienne comme aux autres. Tu te souviens? La dispute pour cette vieille poupée qu'elle voulait garder, cette dispute pour un simple bout de chiffon, et cette colère si petite, si ridicule, qui a fait déborder le vase. Mon regard vacille vers la fenêtre, où la lumière pâle de la lune filtre à travers les rideaux sales, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Je sens mon cœur battre à tout rompre, comme si chaque pulsation voulait expulser cette vérité insupportable. Oui, j'ai tué pour une insulte, une jalousie, une ombre de jalousie qui aurait dû s'éteindre comme un feu de paille. La voix continue, plus douce, presque compatissante. Tu ne peux pas tout à fait nier que cette idée t'a hanté depuis le début, que cette rage minuscule s'est muée en un monstre que tu as nourri avec ton silence, ton déni. Tu te dis que c'était la folie, mais ce n'était qu'un grain de sable, un grain de folie, qui a fait basculer tout ton monde. Je ferme les yeux, cherchant désespérément une échappatoire. Mais la voix ne s'arrête pas. Elle me rappelle cette scène absurde, cette dispute insignifiante qui aurait pu rester oubliée. Le mot maladroit, le regard mauvais, l'envie de tout faire cesser, même si cela signifiait tout détruire. Et au fond de moi, je réalise que ce n'était pas la rage soudaine d'une mère désemparée, mais la manifestation d'un mal plus profond, tapi dans l'ombre de mon esprit, prêt à tout engloutir. La frontière entre amour et haine s'est effacée dans cette nuit-là, et je comprends enfin que la raison du chaos n'était pas une grande colère, mais un tout petit feu qui a tout embrasé, un feu que je n'ai jamais réussi à éteindre, même maintenant, dans ce silence lourd, face à cette vérité qui me dévore. Les souvenirs fragmentés surgissent comme des éclats de verre brisé, piquant ma conscience avec une précision douloureuse. Je vois Élodie si petite, pleurant dans sa chambre, ses épaules qui tremblent sous l'effet d'un chagrin inexplicable, ses petits bras serrés autour de son corps, comme une ultime tentative de se protéger d'un monde qu'elle ne comprenait pas encore. La porte entr'ouverte laisse filtrer une lumière douce, presque irréelle, qui contraste avec la tempête intérieure qui fait rage en moi. Je m'approche lentement. Chaque pas résonne comme un écho lointain dans le vide de ma tête. « Élodie, mon trésor, calme-toi. Je suis là », murmurait d'une voix tremblante. J'essaie de la consoler. Mais mes mots restent suspendus dans l'air épais de ce souvenir confus. Elle tourne la tête. Ses grands yeux humides cherchent le visage de sa mère. Mais dans cette scène, je suis comme une spectatrice déconnectée, incapable d'éprouver la chaleur maternelle qui aurait dû jaillir. Une sensation de vide s'insinue. Un gouffre glacé qui anesthésie chaque fibre de mon être. La pièce est imprégnée d'un parfum de tristesse, une odeur de poussière et de souvenirs oubliés. Et pourtant, tout cela se déforme, comme si la réalité elle-même voulait se dissoudre. Mon cœur accélère, la confusion s'intensifie. Pourquoi ne pas la prendre dans mes bras? Pourquoi ce frisson d'indifférence qui me parcourt? Une voix intérieure, douce mais froide, murmure « Tu ne peux pas sauver ce que tu as laissé sombrer. » Et soudain, je sens cette étrangeté, cette distorsion de la mémoire. Élodie, qui était si vulnérable, si innocente, devient une ombre floue. Un écho de ce qu'elle aurait pu être si j'avais été capable d'aimer sans peur ni déni. La scène vacille, se déforme, comme sous l'effet d'un rêve ou d'un cauchemar. La chambre se remplit d'un silence pesant, cassé seulement par ses sanglots étouffés. Et moi, je reste figée, incapable d'intervenir, avec cette sensation oppressante que quelque chose de terrible s'est déjà produit, que cette scène, aussi douloureuse soit-elle, n'est qu'un fragment brisé d'un passé que je ne peux plus rassembler. Mon esprit se brouille. Chaque souvenir devient une pièce manquante. Un détail insignifiant, mais chargé de sens, comme une clé pour comprendre cette nuit fatale.
La confusion s'installe, envahit tout mon être, et je me rends compte que, dans ce chaos mental, je ne suis qu'un spectre de moi-même, hanté par la faiblesse de mes choix, persuadé que tout ce que je vois n'est qu'un reflet déformé de mon propre désastre intérieur. Je me tiens dans l'ombre de la pièce, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, lorsque mes yeux se posent sur cette vieille poupée abandonnée, oubliée dans un coin sombre de la chambre. La lumière filtrée par les volets cassés éclaire à peine ses traits ternis, mais je la reconnais aussitôt. C'est celle qu'Élodie aimait tant, qu'elle tenait contre elle, comme un précieux talisman. Mon regard vacille, comme si cette poupée portait en elle le poids de tout ce que je ne peux plus contrôler. Lentement, je m'avance, le sol craquant sous mes pas tremblants. Mes mains tremblent aussi, hésitant avant de la saisir, de peur que la réalité ne se déchire davantage. Je la tiens, cette relique de mon passé délabré, et soudain, dans la poussière recouvrant ses vêtements usés, je remarque quelque chose de nouveau. Un mot griffonné, à la hâte, à la pointe d'un crayon effacé, oublié là comme une trace de mon propre désespoir. C'est un simple mot, mais il résonne comme une cloche sourde dans mon esprit brisé. Insensé. Mon souffle se bloque, et mon regard s'accroche à cette écriture maladroite, comme si elle détenait la clé de tout, comme si cette seule phrase pouvait expliquer l'irrationnel, l'inexplicable. Je murmure d'une voix éraillée « Pourquoi ? Pourquoi ça ?» Mes doigts se crispent sur la poupée, comme si sa présence pouvait m'ancrer à une vérité que je refuse d'accepter. La scène se déforme, mon monde vacille, et une vague de souvenirs flous déferle en moi. Cette dispute ridicule pour un objet insignifiant, cette jalousie maladive, cette folie qui m'a poussé à commettre l'irréparable pour si peu. Je sens une assourdissante douleur, un pressentiment que tout ce chaos intérieur tourne autour de cette pièce minuscule, de ce mot griffonné, si insignifiant en apparence, mais si lourd de sens dans le creux de mon âme brisée. La poupée, symbole d'un amour perdu, d'un chaos inexpliqué, devient le dernier refuge de ma culpabilité, la seule vérité que je m'accroche désespérément à l'intérieur de ce tumulte mental. La pièce tourne alors dans une spirale sans fin, et je comprends, avec une acuité douloureuse, que cette folie a trouvé son origine dans la stupidité inexcusable d'un geste, d'un mot, d'un instant déraisonnable. Mon regard se fixe une dernière fois sur cette poupée, comme si, en la contemplant, je pouvais enfin comprendre ce qui m'a mené là, dans ce labyrinthe de douleur et de folie, où l'absurde a triomphé de toute logique. Une larme silencieuse glisse sur ma joue, et dans un souffle brisé, je me rends compte que cette cause insignifiante, cette insignifiance devenue tout, est devenue mon fardeau éternel. Dans la pénombre étroite de la salle d'attente, le souffle de Claire était aussi irrégulier qu'un battement désordonné. Elle fixait ses mains tremblantes, comme si, à travers leurs lignes fripées, elle pouvait retrouver une trace de la vérité dissimulée au plus profond d'elle-même. Lorsqu'on la fit entrer dans le bureau, la lumière tamisée caressait doucement ses traits émaciés, révélant l'usure d'années de tourments silencieux. Le thérapeute, un homme d'âge moyen à l'attitude calme mais attentive, l'observa sans un mot, laissant le silence s'étirer entre eux comme une fine couche de brume. Enfin, d'une voix douce, il rompit le silence. « Madame Dupont, vous avez mentionné avoir tué votre fille. Pouvez-vous me dire ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là ?» Claire, la gorge nouée, détourna le regard vers la fenêtre, puis tourna lentement la tête. Ses yeux, voilés de fatigue, brillaient d'un éclat étrange, comme si une tempête intérieure menaçait de tout emporter. D'un ton presque inaudible, elle répondit « Je ne sais plus. Ou peut-être que je sais trop. Tout est flou, comme un rêve dont on ne peut se réveiller. » Elle fit une pause, ses doigts agrippant nerveusement le bord de la chaise. J'ai essayé de me souvenir, mais chaque tentative me pousse plus loin, dans une obscurité insondable. Et puis, il y a cette raison absurde, si insignifiante qu'elle en devient presque inacceptable. Une dispute pour un objet, une jalousie ridicule, et tout a basculé. Sa voix se brisa, comme si elle craignait de dévoiler une vérité trop lourde à porter. Le thérapeute, observant la scène avec compassion, lui posa une question essentielle. « Pensez-vous que cette raison soit la seule cause de ce qui s'est passé ? Ou y a-t-il quelque chose d'encore plus profond que vous n'osez pas affronter ?»
Claire ferma les yeux un instant, comme pour se raccrocher à un dernier fragment de lucidité. Puis elle murmura « Peut-être que je ne suis pas celle qui a tué, ou que j'ai tout inventé pour fuir ce que je ne peux pas supporter. Peut-être que ma mémoire me trahit, ou que c'est moi qui ai été trahi par ma propre folie. » La pièce devint un espace de confrontation intime, où chaque mot semblait peser lourd, comme un secret enfoui dans une tombe de silence. Dans ce face-à-face froid et troublant, elle sentit le poids d'un passé qu'elle ne pouvait ni nier, ni comprendre, comme si l'écho de cette nuit insensée résonnait encore, prête à déchirer le voile de ses illusions. Dans la pénombre oppressante de cette pièce close, où chaque souffle semblait résonner comme un écho de culpabilité, Claire se tenait figée, le regard fixé sur l'ombre mouvante qui se dessinait devant elle. C'était comme si la pièce elle-même avait pris vie, tordant ses murs pour mieux enfermer son esprit dans une cage de ténèbres. Soudain, une silhouette familière émergea, floue, mais indéniablement celle de sa fille, Élodie. La fillette, vêtue d'un pyjama froissé, ses yeux grands ouverts remplis d'un mélange de douleur et de reproche, lui tendit la main, comme pour l'accrocher à la réalité qu'elle refusait de voir. « Maman, pourquoi ?» murmura la voix cristalline, mais déformée par une déformation mentale, un cri silencieux que seule Claire pouvait entendre. La mère sentit son cœur se serrer, la douleur se mêlant à une terreur irrationnelle. Elle voulut s'agenouiller, mais ses jambes semblaient pour devenir de pierre. « Pourquoi tu m'as tuée pour une raison si stupide ?» poursuivit le fantôme, ses mots s'étirant dans l'air comme une lame glacée. Claire, haletante, les mains tremblantes, leva lentement la tête, ses yeux brouillés par les larmes et la confusion. Elle voulait hurler, nier, se débattre contre cette hallucination ou cette vérité enfouie. Mais tout ce qu'elle pouvait faire, c'était balbutier. « Je ne voulais pas, je ne savais pas. » Sa voix se brisa, tandis que l'image de sa fille s'effaçait doucement, laissant derrière elle un vide encore plus terrible. La culpabilité éclata dans ses pensées comme un feu d'artifice de remords non digérés, chaque fragment d'un acte insensé, se fragmentant en 1000 morceaux. Elle sentit sur sa peau la brûlure de cette question sans réponse. Le poids d'un crime commis pour une raison dérisoire, une dispute pour un simple objet ou une jalousie maladive, des motifs si faibles qu'ils semblaient avoir été le prélude d'une folie irréversible. Dans cette obscurité mentale, elle comprenait que sa propre conscience lui criait à l'oreille. Pourquoi ? La tête baissée, incapable de fuir cette confrontation intérieure, elle sentit la culpabilité devenir insupportable, comme une pierre écrasant ses épaules, lui laissant entrevoir l'étendue de sa folie et la profondeur de sa perte, dans un silence qui pesait aussi lourd que son propre chagrin. Au cœur de ce rêve éveillé, l'espace se métamorphosa en un théâtre absurde, où chaque objet banal devenait une pièce d'un puzzle déroutant. La pièce maîtresse, une vieille poupée au visage fissuré, trônait sur une petite table en bois usé, reflet de souvenirs déformés par le temps et la folie. Autour d'elle, des livres ouverts à moitié déchirés, leurs pages griffonnées de mots incohérents, semblaient en murmurer des secrets inavouables. La lumière, tamisée et vacillante comme une bougie sur le point de s'éteindre, projetait des ombres mouvantes qui dansaient au rythme d'un silence oppressant. Claire se tenait là, immobile, comme figée dans un tableau surréaliste, son regard fixé sur un miroir ancien, accroché au mur. Mais ce qu'elle y voyait n'était pas son reflet. Ce reflet devenait une autre version d'elle-même, plus sombre, plus fragmentée, avec des yeux déformés par la culpabilité et la folie. Lentement, la pièce se mit à vibrer, comme si l'air lui-même était chargé d'une tension invisible, prête à éclater. La mère, dans cette illusion, s'avança vers la poupée, ses pas feutrés résonnant dans le silence, puis murmura, d'une voix tremblante mais déterminée. « C'est ici que tout a commencé. Ou peut-être que tout s'arrête maintenant. » La poupée ouvrit lentement ses yeux fissurés, laissant entrevoir une lueur inquiétante, comme un feu qui ne demande qu'à se raviver. Autour d'elle, les livres s'ouvraient et se fermaient comme des bouches, hurlant leur vérité inaudible, tandis que des jouets cassés jonchaient le sol, témoins muets d'un chaos intérieur que seule la folie pouvait justifier. La pièce se mit à se déformer, les murs se tordant comme un mirage, et Claire sentit une présence glaciale l'envahir, comme si toutes ses pensées, ses souvenirs déformés,
s'étaient rassemblées en un seul esprit maléfique. Elle fit un pas, puis un autre, vers la poupée. Et dans un souffle haletant, elle chuchota. « Tu étais là, tu as tout vu. Mais tu comprends, n'est-ce pas? Tout est si ridicule, si insensé. Pourtant, c'est ce qui a tout déclenché, ce petit rien, cette étincelle de folie. » La poupée sembla hocher la tête, ses yeux fissurés brillant d'une lueur inquiétante, comme si la vérité qu'elle portait était aussi insupportable que l'aveu même de Claire. La pièce, maintenant, devenait une cage sans porte, un espace où la réalité se dissolvait dans un tourbillon de symboles et de cauchemars éveillés, où chaque objet racontait une histoire d'amour déformée, de jalousie maladive, de folie imperceptible. Et dans cette image chaotique, la mère comprenait que la frontière entre le rêve et la réalité n'était qu'un fil fragile, prêt à céder à la moindre brise, dévoilant l'horreur d'un amour maternel devenu un monstre insatiable, nourri par une raison absurde et un esprit brisé. Dans un éclat de lucidité ou de folie, je me tiens au centre de cette pièce qui n'a plus ni début ni fin, où le temps s'efface comme un souffle court dans un silence oppressant. La poupée, figée dans une expression morne, me regarde fixement, ses yeux fissurés semblant receler toute la vérité que je refuse d'affronter. Je sens mon cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un coup de marteau contre la cloison fragile de mon esprit. « Tu vois, c'est si simple », murmure une voix intérieure. « Tout est si insensé et si absurde. Pourquoi continuer à lutter contre cette folie qui te consume ?» Je frissonne. Mes doigts tremblants caressent le bois usé de la poupée, comme pour y retrouver une dernière trace de rationalité ou de culpabilité. La pièce, autrefois ordinaire, se métamorphose peu à peu. Les murs se déforment, se tordent sous une lumière vacillante, comme si la réalité elle-même se dissolvait dans une peinture surréaliste. Sur un mur, une vieille horloge tourne à l'envers, déformant le flux du temps. Un reflet de mon propre cerveau détraqué. Autour de moi, des objets familiers deviennent des symboles délirants. Un livre ouvert aux pages déchirées, une chaussure abandonnée, une vieille lettre jaunie que je n'ai jamais osé lire, tous racontant des histoires d'amour déçu, de jalousie maladive, de raisons insignifiantes qui ont déclenché la catastrophe. Je m'accroche à cette idée que tout peut être rejeté, que la vérité n'est qu'un mirage, une illusion créée par mon esprit brisé. « Non, je ne peux pas accepter ça », dis-je d'une voix rauque, en reculant. Mais chaque pas semble me faire plonger davantage dans ce chaos. La scène devient un tableau mouvant, où mon reflet se dédouble, où chaque mouvement se déforme, comme si je nageais dans une mer de cauchemars éveillés. La seule certitude qui reste est cette tension insupportable, entre la folie et la vérité, entre l'acceptation ou le rejet. Et là, au cœur de ce dédale, je dois choisir si je vais enfin lâcher prise, si je vais faire la paix avec cette folie qui m'a dévorée, ou si je vais continuer à me déchirer dans cette spirale sans fin, où chaque réponse n'est qu'un écho d'une culpabilité déformée et où le seul refuge demeure une illusion fragile, prête à s'effondrer à la moindre question. Je me tiens immobile devant le miroir brisé, mon reflet dédoublé par la surface fracturée, chaque éclat renvoyant une image déformée de moi-même, comme si je regardais à travers un prisme détraqué. La pièce est silencieuse, à l'exception du faible cliquetis de la vieille pendule sur le mur, et mon souffle se mêle à une chaleur oppressante qui semble venir des profondeurs de mon être. Mes mains tremblent, tenant une plume dont la pointe trempe dans l'encre noire, prête à écrire cette dernière confession, cette vérité que je ne voulais jamais révéler. « C'est ici que tout s'effondre », murmurai-je, la voix cassée par l'émotion, tandis que mes yeux se perdent dans le reflet brisé, cherchant une réponse, une justification à ce qui ne peut l'être. Je me souviens de cette nuit absurde, cette dispute pour une simple friandise, un éclair de jalousie maladive qui aurait dû passer inaperçu, mais qui a allumé la flamme de ma folie. La raison semblait si dérisoire, si insignifiante, et pourtant, elle est devenue le catalyseur d'un acte irréversible. Je me remémore le visage d'Élodie, cette fille pleine de vie, innocente, qui n'avait rien demandé. Et pourtant, sa vie a été arrachée pour une broutille. « Pourquoi ai-je fait ça ?» je chuchote, en tremblant, sachant que la réponse se trouve peut-être dans cette obsession maladive,
Cette gravité absurde que j'ai attribuée à un détail qui n'avait aucune importance. Mon regard vacille. Je vois l'image de ma fille dans le miroir, ses yeux pleins de confiance, et une douleur sourde me serre la gorge. Je sens la folie me gagner, comme une vague glaciale qui remonte le long de ma colonne vertébrale, m'enveloppant dans un chaos de souvenirs et de délires. Je suis responsable, totalement responsable. Je rédige, la voix tremblante, la main qui glisse sur la page, comme si chaque mot pouvait laver la tache indélébile de mon crime. La folie a été là, tapie dans l'ombre de mon esprit, prête à surgir pour une raison que je ne pourrais jamais vraiment comprendre, mais que j'ai fini par accepter dans un dernier soupir de résignation. La vérité, aussi insensée qu'elle soit, doit sortir, même si elle me condamne à jamais. Je l'ai tuée pour une raison idiote, parce qu'un jour, dans un accès de jalousie ou de frustration, j'ai laissé la banalité du mal s'insinuer en moi. Écris-je, chaque mot chargé de la lourdeur d'un secret que je porte seul. En levant les yeux vers le miroir, je vois une femme brisée, une mère à la fois coupable et victime de ses propres démons, prête à se libérer enfin du poids de sa folie, même si cela signifie se condamner à l'éternelle obscurité de sa conscience tourmentée. Le silence retombe, comme un dernier souffle de vérité, et je ferme lentement le carnet, conscient que cette confession restera gravée dans l'éternité de mes regrets, alors que le reflet dans le verre brisé m'observe, impassible, témoignant de l'abîme dans lequel je suis plongée. Dans la pénombre tamisée de sa chambre, Claire s'installa doucement sur le lit, ses mains tremblantes, agrippant un vieux coussin déchiré, comme pour y trouver un refuge contre le tumulte intérieur qui ne la quittait jamais vraiment. La pièce, emplie d'un silence lourd, semblait respirer avec elle, chaque respiration résonnant comme le battement d'un cœur prisonnier d'un engrenage invisible. Sur la commode, une petite poupée en porcelaine, aux yeux peints d'un bleu pâle, fixait immobile le vide, symbole d'une innocence brisée qu'elle portait encore en elle. Elle la prit dans ses mains, caressant doucement la surface glacée, comme pour apaiser la tempête qui grondait en elle depuis des années. Son regard se posa sur un vieux phonographe, un souvenir d'un passé lointain, où chantait une chanson d'enfance douce amère, une mélodie qui semblait vouloir la ramener à une époque où tout semblait possible, où le monde n'était qu'un rêve fragile. Elle murmura d'une voix presque inaudible les mots qu'elle n'avait jamais osé dire. « Tu ne peux pas comprendre, Élodie. » C'était si idiot, si absurde. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle ferma doucement les paupières, laissant la musique s'insinuer en elle, comme un dernier souffle de réconfort. Dans cet instant suspendu, elle sentit une paix étrange l'envahir, une sorte de délivrance mêlée de culpabilité et de pardon, comme si, enfin, elle pouvait accepter la folie qui avait emporté sa fille. La poupée, posée à côté d'elle, semblait l'observer avec une patience infinie. Claire esquissa un léger sourire triste, comme si la mémoire de ce qu'elle avait fait s'était enfin transformée en un murmure lointain, un écho qui se dissipait dans l'obscurité. Elle prit une profonde inspiration, sentit l'air froid pénétrer ses poumons, puis se laissa aller dans une méditation silencieuse, méditant sur la fragilité de l'esprit humain, sur cette ligne fine entre amour et folie que tout un chacun peut traverser, sans même s'en rendre compte. La pièce demeura silencieuse, mais pour elle, ce silence était porteur d'une vérité profonde, celle d'un secret qu'elle garderait en elle jusqu'à la fin, une vérité que la nuit seule pouvait entendre, comme un ultime témoignage de son âme tourmentée. Claire se tenait silencieusement devant la fenêtre sombre, ses mains tremblantes, agrippées au rebord froid, en bois usé. La nuit s'étendait devant elle, un océan d'obscurité insondable, où chaque étoile semblait dissimulée derrière un voile de brume épaisse. Son regard, noyé dans cette noirceur, était fixé sur l'extérieur, comme si elle cherchait à y déceler une réponse ou une échappatoire. Une raison cachée derrière l'immense silence de la nuit. La pièce autour d'elle semblait respirer un dernier soupir, un souffle lourd chargé de souvenirs et de démons qu'elle portait en elle depuis des années. La lueur pâle de la lune filtrait à travers les rideaux déchirés, dessinant sur son visage des ombres mouvantes, comme autant de visions de son passé trouble. Elle sentit un frisson glacial parcourir son dos, comme si l'air chargé de tristesse pénétrait jusque dans ses os. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle,
la voix cassée par une émotion à la fois désespérée et résignée. Sa main gauche se porta machinalement à sa poitrine, comme pour calmer le tumulte intérieur, tandis que son autre, paresseusement, se détachait du cadre et se laissait tomber le long de sa cuisse, laissant échapper un soupir profond. Elle ferma les yeux un instant, essayant de se raccrocher à une mémoire floue, à une image fragmentée de cette nuit fatale. La scène se déroulait sans qu'elle puisse la contrôler. Élodie, sa fille, riant innocemment, lui tendant ce sourire lumineux qui lui semblait aujourd'hui si lointain, si irréel. Elle se revoyait, rageuse, perdant pied devant une dispute absurde, un mot mal choisi, une jalousie insensée pour une simple photo, une blague stupide qui aurait pu être anodine et pourtant qui avait tout fait basculer. « Pourquoi ai-je fait ça ?» répéta-t-elle, une larme traçant un sillon silencieux sur sa joue ridée. Elle sentit alors une présence invisible s'immiscer dans la pièce, comme une ombre familière qui se glisserait dans ses pensées, lui soufflant des souvenirs entrelacés de douleur et de culpabilité. Son regard se fixa sur un vieux miroir poussiéreux, accroché au mur, reflet déformé d'un visage fatigué et brisé, reflet d'une âme qui tentait encore de traverser l'obscurité. Elle se demanda si, quelque part dans cet univers obscur, elle pouvait encore apercevoir la vérité, ou si elle était condamnée à se perdre à jamais dans cette nuit sans fin, prête à affronter ses démons ou à continuer à se noyer dans ses souvenirs déformés. La lourdeur du silence l'enveloppait comme une chape de plomb. Mais dans cet instant suspendu, elle sentit au fond d'elle-même une lueur ténue, fragile, comme un dernier souffle d'espoir ou de rédemption, prête à s'éteindre ou à se rallumer, selon la force qu'il lui restait pour affronter la vérité qu'elle avait tant essayé d'oublier.